Doggy dog, yeah, live on stage. Yeah, performing tonight. Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Two Step Forward pour un nouvel épisode sur la conduite du changement dans la série Collaboration. Donc, nous avons vu dans une première vidéo que je te mets juste ici si tu n'as pas vu quelles étaient les origines de la conduite du changement et pourquoi. Est-ce qu'on devait accompagner le changement dans les entreprises et quelles étaient les sources de création de changement pour une entreprise. Donc, tu peux aussi retrouver les 6 facteurs de la création du changement dans les entreprises dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 grands penseurs de la conduite du changement qui ont amené en fait 3 approches différentes mais complémentaires au fil des décennies en fait, à partir des années 1950 où nous allons voir la démarche de Lewin qui avait une démarche plutôt psychologique. On va voir ça dans une première partie. Dans une seconde partie, nous allons voir quelle était la démarche de Cantor avec une roue qu'il propose avec 8 facteurs différents. Il arrive avec une approche plus d'accompagnement et de responsabilisation des salariés dans cette conduite du changement. Et puis en troisième partie, nous allons voir ce que Cotter préconise avec la responsabilité et l'importance clé des managers. Et puis après, on fera une petite ouverture sur les nouvelles démarches qui viennent à partir des années 2000 et qui visent à avoir une collaboration avec tous les acteurs de l'entreprise pour favoriser le succès du changement. Et puis tous ces petits projets micro du changement parce qu'on voit de plus en plus donc, de projets dans l'entreprise qui nécessitent un accompagnement spécifique puisqu'il y aura des nouveaux outils, des nouvelles façons de travailler et donc on va voir tout ça en fait donc dans cette vidéo en 4 parties. Donc il y aura 3 parties, une pour chaque grande façon de penser et puis une dernière sur une ouverture du aujourd'hui, comment se passe la conduite du changement. Donc c'est parti tout de suite pour la première partie, la démarche psychologique de Lewin. Donc on se retrouve pour la première partie, la première approche vraiment qui a façonné la conduite du changement en entreprise, elle a été amenée par le penseur Lewin dans les années 1950. Donc c'était il y a plus de 70 ans, la façon dont nous travaillons et dont les marchés économiques fonctionnaient était très différente, beaucoup plus industrialisée, avec un pouvoir de décision qui était centralisé en haut de la pyramide par le CEO majoritairement, et finalement les salariés avec un travail à la chaîne ou à la tâche qui ne nécessitait pas qu'il évolue dans le temps et qu'il acquiert de nouvelles compétences. Donc, ce qui s'est passé avec toutes ces nouvelles transformations liées aux technologies, à l'acquisition de nouveaux marchés, à la volonté de renforcer la relation avec les clients, a dû passer par une transformation interne et profonde de l'entreprise. Et donc, Lewin a conduit des études qui prouvent que ces changements-là doivent être accompagnés pour être ensuite amenés aux salariés. Donc ce travail de préparation nécessite de prendre en compte tous les facteurs qui pourraient être bloquants et ressentis par les salariés. C'est-à-dire quelles vont être les résistances ou les arguments qui vont être amenés par les salariés pour ne pas faire ou pour refuser le changement dans les activités. Et donc pour ça, Lewin a réussi à dégager un nouveau dispositif qui vise en fait à créer avec les salariés et les mettre au cœur du pouvoir de décision avec ce qui s'appelle les focus group. Les focus group, c'était très simple, c'était de prendre des personnes, des personas qui représentent une certaine population dans l'entreprise, donc que ce soit les acheteurs, les commerciaux, les ressources humaines, les financiers, les comptables, et donc qu'on puisse les prendre et leur expliquer, voilà, aujourd'hui, nous devons changer parce que ceci, cela, toutes les raisons qui apportent le changement. Comment est-ce que vous le voyez? Comment est-ce qu'on pourrait faciliter la tâche et préparer ensemble votre travail de demain? Donc ces focus group, ils étaient là pour identifier toutes les problématiques que les métiers allaient pouvoir rencontrer et pouvoir les adresser afin que le lendemain, c'est une façon de parler, les gens, les salariés puissent accepter le changement et évoluer pour répondre aux attentes du marché et des clients.
Ce phénomène sociologique donc, a initié la conduite du changement en entreprise et il a fallu 20 ans pour qu'une nouvelle approche soit identifiée et soit développée. Et on va voir tout de suite laquelle c'est dans une deuxième partie. Donc nous avons vu dans la première partie que Lewin apportait une approche sur le focus group, c'est-à-dire comment identifier quelles étaient les pains et les résistances qui pouvaient bloquer un changement dans l'entreprise. Et ensuite, il y a une approche beaucoup plus instrumentalisée, c'est-à-dire quels sont les outils qui vont favoriser en fait l'acceptation du changement par les salariés. Donc, un changement est obligatoire dans l'entreprise pour qu'ils puissent répondre aux besoins, rester compétitifs, acquérir de nouveaux clients et aller vers de nouveaux marchés. Ça s'appelle se développer pour une entreprise, tout simplement. Et donc, le fait d'outiller, de donner en fait les instruments, les outils nécessaires pour que la conduite du changement soit un succès, c'est une approche qui a été amenée par Cantor avec une roue matricielle en 8 étapes, je vous mets juste ici, donc où l'on voit en fait l'apparence d'un triptyque instrumental très important que vous allez retrouver aujourd'hui aussi. C'est l'apparition de la communication, de la formation et de l'accompagnement en fait, qui sont des leviers qui vont permettre aux décideurs de l'entreprise et à ceux qui doivent changer d'évoluer, de changer plus simplement. Parce que ces outils vont renforcer en fait la capacité à changer des salariés. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo, et on le fera prochainement spécialement sur cette approche de Cantor et cette roue matricielle, il faudra suivre l'épisode numéro suivant, je ne sais plus lequel c'est, et vous verrez tout ce qu'il faut savoir sur la roue en 8 étapes de Cantor. Donc cette approche vise à instrumentaliser la conduite du changement en entreprise et favoriser le succès de ces projets-là. On passe tout de suite à la troisième approche, l'approche de Cantor, qui lui permet de responsabiliser les salariés et de trouver des personnes clés sur lesquelles s'appuyer afin que la conduite du changement d'entreprise soit un succès. C'est parti. Alors, nous avons vu dans une première partie la démarche de Lewin qui expliquait que si une entreprise voulait évoluer et avoir une conduite du changement efficace, il fallait qu'elle engage les salariés en comprenant leurs opérations quotidiennes et en sachant ce qui pouvait être euh, bloquant pour eux dans le projet. Nous avons vu une deuxième approche qui vise à offrir les outils nécessaires pour que tout ce petit monde puisse orchestrer le changement dans les meilleures conditions. Donc avec l'apparition de la communication pour faire passer les messages clés, de la formation pour développer les compétences des salariés, de l'accompagnement pour qu'ils se sentent psychologiquement motivés par ce changement. Et ensuite, une troisième approche, très importante aussi, celle de Cantor dans les années 1990 2000, donc 50 ans après le premier modèle, qui vise à mettre une personne clé, un responsable, quelqu'un qui va fédérer lors de ces projets de conduite du changement. Et pour Cantor, cette personne centrale n'est autre que le manager. Donc pour lui, le manager, il incarne vraiment le leader, la personne à qui on se confie, la personne qui donne les bons conseils et qui orchestre toutes les opérations sur le terrain, donc au quotidien. Pour lui, cette place de manager, elle doit être ok, on gère les ressources humaines et on les met en harmonie pour que le travail puisse être fait, mais il y a aussi tout ce travail psychologique et de motivation qui lui est incombé. C'est-à-dire que le manager, dans le dispositif de Cantor, doit avoir un rôle clé, il doit fédérer, embarquer et donner un certain pouvoir en fait aux salariés. Il doit les responsabiliser et leur expliquer la nécessité du changement. Il doit pouvoir les engager. S'il y a un mot à retenir, c'est que le manager est la personne clé qui doit faire s'engager les salariés.
C'est un modèle qui passe en 8 étapes que je vous présente rapidement juste ici. Et donc en fait, dans tout projet de conduite du changement, il va y avoir l'identification et la mise en place d'un dispositif autour de ces personnages clés qui n'est autre que le manager. Mais après, il est vu, pardon, il a été observé euh, que dans les années déjà qui suivaient ce modèle ensuite, 2005, 2010, ces personnes-là pouvaient être soit des sponsors, donc une autre personne que le manager, soit des personnages qui avaient dans l'entreprise déjà une certaine influence et qui étaient connus, visibles et qui pouvaient porter ce changement et apporter ce dynamisme au projet de conduite du changement. Donc ce modèle est un peu évolutif, néanmoins il faut vraiment se rappeler que le changement doit être incarné par une personne ou une population de personnes bien visible dans l'entreprise et qui va en fait dynamiser le projet et s'assurer de son succès. Donc qui va suivre au plus près les opérations et qui sera le relais entre et le projet et les hommes. Donc tout ça c'est important vraiment d'avoir une personne clé qui cimente tout le dispositif. On en a fini du coup pour les trois grands penseurs qui sont Lewin, Cantor et Cotter. Et j'aimerais maintenant avec vous faire une quatrième partie qui va nous montrer un petit peu comment ça a évolué dans les années 2000 avec l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication et comment les employés sont de plus en plus responsables euh, dans ces projets de conduite du changement. Donc, nous avons vu dans les trois parties précédentes les trois démarches qui ont façonné la conduite du changement à l'entreprise. Il y a quelque chose de très très important qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant toute cette démarche, elle était amenée plutôt par des prestataires extérieurs à l'entreprise, parce qu'il fallait être expert et avoir des compétences spécifiques pour mettre donc en harmonie les projets de conduite du changement. Et on a vu avec les années 2000 qui arrivent, de plus en plus en fait de personnes à l'intérieur des entreprises qui développaient ces compétences d'adaptation, de compréhension, de communication et qui permettaient, qui favorisaient les projets de conduite du changement. Donc les entreprises ont commencé à internaliser un petit peu plus ces projets-là pour mieux les maîtriser d'une part et puis pour les suivre avec leur culture et leurs valeurs d'entreprise. Donc, la réussite qui était assez relative à l'approche donc instrumentalisée, à la mise en place de personnes clés au cœur du dispositif du changement, elle a été en fait dynamisée par cette responsabilisation des salariés à l'intérieur de l'entreprise. Donc les mentalités ont changé et après des décennies bien sûr de travail, les gens en entreprise ont bien sûr développé cet état d'esprit euh, évolutif. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'il va y avoir du changement et des transformations dans leur métier, de leur part et de la part des marchés, et ils sont plutôt dans cet état d'esprit où ils vont évoluer et où ils vont accepter le changement. Accepter le changement, c'est déjà une chose, et ensuite il faut pouvoir l'accompagner et le rendre possible. Et donc c'est là où on rentre dans cette notion très importante pour la conduite du changement, où il est dit que en fait on apprend aux salariés à être capables de changer. Et donc ça passe par un état d'esprit et par des processus à suivre qui sont assez stricts, assez réglementés. Donc pour compléter les projets de transformation de l'entreprise, cette dernière s'appuie sur la capacité à faire et à changer de ses salariés et c'est ce que nous faisons nous dans notre métier de consultant en conduite du changement, c'est de renforcer cette capacité à changer et à faire des salariés par une démarche de co-construction que nous allons voir aussi dans les autres vidéos. Cette co-construction, cette collaboration, c'est la clé de voûte de tout dispositif de conduite du changement. Tout d'abord pour pouvoir embarquer les salariés, leur faire comprendre ce qu'il est attendu d'eux, mais ensuite pour leur faire co-construire la solution et leur travail de demain pour que celui-ci reflète le mieux leurs compétences et leur marché, puisque ce sont toujours eux les experts et que l'intervention de prestataires extérieurs comme moi-même n'est là que pour alimenter leur créativité et permettre cette collaboration entre les départements. Donc on est une sorte
comment dire, de ciment entre eux, mais ce sont vraiment eux les créateurs et on pourra apporter simplement des recommandations et des conseils. La responsabilité des salariés, très très importante. Voilà. Donc super, on a terminé pour cette vidéo sur les 3 grands modèles de pensée de la conduite du changement. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à partager cette vidéo, la commenter, la liker. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour aller plus loin sur les sujets. Je vous remercie. La chaîne vit de plus en plus et c'est certainement un petit peu grâce à vous. Moi, je me plais beaucoup dans ce que je fais là. C'est un bon exercice pour moi. Je vous invite vraiment à me contacter si vous voulez participer aussi sur des sujets comme la communication, la collaboration, la productivité. Parce que sharing is caring et toute bonne information n'est bonne que quand elle est partagée. Donc, je vous invite vraiment à liker, partager la vidéo. Et je vous dis à très vite sur la chaîne 2 Step Forward.